Après la partie technique, on en vient au débat fondamental du moment, le risque de voir l'inflation revenir aux États-Unis. Je dis bien le risque parce que c'est un vrai débat d'économistes aujourd'hui, débat entre économistes keynésiens qui plus est. Et Arthur Jurus est avec nous à distance, en visioconférence depuis Genève pour nous apporter quelques éléments quand même justement autour de ce débat fondamental, des éléments d'analyse. Vous êtes chef économiste de Landolt et compagnie, Arthur. Peut-être un mot déjà de la dynamique d'inflation presque mécanique de l'inflation américaine, j'entends, qui va remonter, qui va progresser au cours des prochains mois et des prochains trimestres. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut attendre des chiffres d'inflation qui sont devant nous pour les prochains mois, Arthur ? Oui, la reprise économique, elle est en cours pour 2021. Donc, l'inflation va réagir à cette reprise. Et on s'attend en particulier à un pic inflationniste au second trimestre 2021 qui est expliqué en grande partie par un prix du baril qui, à la même époque en 2020, était en territoire négatif pour le baril américain. Et donc, on aura un fort rebond. Et ensuite, on va de nouveau se retrouver sur une tendance un peu plus désinflationniste avec une moyenne d'inflation légèrement supérieure à 1% en zone euro et légèrement supérieure à 2% aux États-Unis. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce débat, c'est que globalement, déjà depuis le début d'année, on observe des tensions qui sont de nature non pas seulement à se refléter dans l'inflation globale, en incluant les prix d'énergie, mais aussi sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire vraiment l'inflation qui réagit à l'activité économique. On voit qu'il y a des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement international. On voit que, par exemple, le prix des conteneurs a été multiplié par 4, que les délais de commande de ces conteneurs ont été multipliés par 5. On a des problèmes aussi de rationnement sur le silicium, chez les semi-conducteurs en Asie. Et donc, tous ces petits événements, en fait, sont de nature à amener de l'inflation de manière surtout durable. Et c'est finalement le principal risque aujourd'hui pour les marchés. Est-ce que le vote d'un plan de soutien de 1 900 milliards de dollars par le Congrès américain, si jamais ce plan était voté en l'état, ou en tout cas dans la taille qu'il est, dans la taille qui est voulue aujourd'hui par l'administration Biden, est-ce que le vote d'un tel plan de soutien viendrait changer la donne, influencer le cours de l'inflation à terme, Arthur ? Alors, il y a un débat qui est très animé sur justement quel est le montant pour justifier le plan budgétaire. C'est une politique de stabilisation. Donc, une politique de stabilisation, l'objectif, c'est de mener le niveau d'activité actuel à la tendance de long terme, au potentiel de l'économie américaine. Et aujourd'hui, ce chiffre, il se justifie avec un stimulus autour de 600 milliards de dollars. Et c'est exactement la proposition qu'ont fait certains républicains il y a une dizaine de jours. La question de faire davantage, elle est justifiée si justement on n'injecte pas directement ces liquidités dans l'économie réelle ou si ça permet durablement de relancer l'économie. Donc c'est plus une politique de relance au sens propre. Et donc là, il y a deux débats. Le premier, c'est le fléchage de ces dépenses publiques. Est-ce qu'on met le paquet, par exemple, sur la distribution de chèques universels avec le risque finalement d'avoir de l'inflation ? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a 2/3 des Américains qui seraient ciblés par cette distribution des chèques, qui ont l'intention d'épargner le montant. Donc ça ne se traduira pas par davantage d'inflation de manière significative. Et puis l'autre aspect, l'autre débat, c'est quel est l'équilibre sur ce plan budgétaire de 1 900 milliards, donc 3 fois plus que ce qui serait nécessaire entre l'offre et la demande. Et c'est l'argument finalement de ces républicains qui demandent une enveloppe beaucoup plus petite, c'est oui, 600 milliards c'est suffisant. Si vous voulez faire davantage, il faudra davantage orienter sur l'offre pour soutenir l'investissement et finalement augmenter ses capacités, augmenter cette tendance de long terme, ce qui réduira encore une fois les pressions inflationnistes potentielles. C'est un débat d'économistes, entre économistes, Arthur, ou c'est un débat auquel le marché doit s'intéresser ? Est-ce que c'est un débat ? Est-ce que, en fonction des options qui sont retenues, et on le saura peut-être rapidement avec les débats qui vont pouvoir reprendre de manière normale, entre guillemets, au Congrès américain, puisque ça y est, le procès en acquittement de Donald Trump est maintenant passé, donc on va pouvoir se concentrer sur la question budgétaire. Est-ce que c'est un débat et des choix qui auront des impacts de marché importants ? Et quand on parle d'impact de marché, on regarde évidemment ce qui se passe sur l'obligataire américain, Arthur. Oui, alors c'est un débat d'économistes parce qu'on parle de surchauffe de l'économie tout simplement. C'est aussi un débat politique parce qu'on cible peut-être une enveloppe autour des 1 000 milliards. Donc on va tirer vers le bas, vers les 600 pour que politiquement ça se rééquilibre. Et c'est un débat financier et très important, tout simplement parce que aujourd'hui un montant de 1 900 milliards, ça implique que la Fed rachète des actifs, les augmente, soit beaucoup plus agressive pour éviter notamment qu'il y ait trop de pression haussière sur le dollar et aussi qu'il y ait trop de pression tout simplement sur les taux américains. On voit que ces taux progressivement
évidemment réaugmentent, suivent les anticipations d'inflation qui elles-mêmes réagissent à l'évolution du prix du baril de pétrole. Mais il y a une vraie problématique. On sait que ces taux 10 ans ne peuvent pas augmenter davantage. Il y a un risque en termes de stabilité financière, il y a un risque tout simplement en termes d'accès au financement pour de nombreuses entreprises. Mais à côté, on a cette volonté justement d'ouvrir les vannes budgétaires et de chercher du financement et de chercher du dollar. Et donc la vraie question, la vraie incertitude pour 2021 finalement, c'est à quel point la Fed va être réactive et proactive, agressive pour finalement financer ces nouvelles émissions obligataires américaines. Et donc la monétisation de la dette américaine aujourd'hui joue un rôle de stabilité financière et un rôle aussi potentiellement de pression, si elle n'était pas suffisante, sur les taux américains et sur la monnaie américaine. Ça veut dire, Arthur, il n'est pas impossible, parce que l'année a commencé avec un débat au sein de la Fed sur l'idée d'une réduction progressive du rythme des achats, ce qu'on appelle le tapering. C'était un débat qui a eu lieu quelques jours en ce début d'année, qui a été relativement éteint, on va dire, par les prises de parole du trio important au sein de la Fed. Jérôme Powell, bien sûr, le président, le vice-président Richard Clarida, et puis l'économiste John Williams. Mais on pourrait imaginer qu'à un moment cette année, la Fed devienne encore plus accommodante, augmente même peut-être encore le rythme de ces achats d'actifs qui sont calibrés à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui, dont 80 milliards de trésorerie. C'est possible d'imaginer ça, Arthur ? C'est possible et c'est probablement souhaitable parce que les 80 milliards de rachats de trésoreries actuellement, ils sont calibrés sur les plans budgétaires qui sont déjà actés, pas sur le nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment une pression budgétaire pour que la Fed monétise davantage et donc soit plus active en achetant davantage d'obligations américaines. Il y a également une problématique, effectivement, on parle de 2013 parce que c'est quelque chose qui a frappé les marchés. C'est un choc des taux qui avait duré 8 mois, quand le taux 10 ans était passé de 1,7% à 3% assez rapidement. Ce qui change cette année, en 2020 par rapport à 2013, c'est qu'en 2013, on avait finalement des taux à court terme dans les prévisions de la Fed qui étaient beaucoup plus agressifs. La Fed attendait un durcissement de la politique monétaire et donc finalement les taux à long terme, les taux 10 ans, s'étaient alignés sur ces prévisions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Fed est engagée à maintenir ses taux bas, notamment ses taux de court terme. Et donc finalement, ça va être un double duel, un duel face au Trésor pour financer son expansionnisme budgétaire et aussi un duel tout simplement vis-à-vis des marchés. Les marchés actuellement testent la Fed justement par rapport à l'ensemble de la courbe des taux américains. Elle essaie de voir à quel point la Fed va commencer à réagir, si elle va continuer à être patiente durablement ou si elle va anticiper d'éventuels chocs sur les marchés. Et justement, cette problématique de 2013, elle revient de plus en plus dans les débats parce qu'on essaie de comprendre comment la Fed réagit. Les minutes mercredi soir seront intéressantes et devraient apporter assez peu d'éléments finalement sur ce sujet. Mais vraiment, c'est comprendre finalement comment la Fed va réagir à cette pression budgétaire et en même temps à ce scénario où l'activité américaine va accélérer fortement, en particulier au deuxième trimestre, et où l'inflation va excéder de manière assez forte les 2%, on attend 2,9% au deuxième trimestre. Et donc évidemment, la question budgétaire, la question de la durabilité potentielle de l'inflation sont deux sujets qui vont animer les marchés. Ce sont surtout deux risques pour les investisseurs qui sont aujourd'hui exposés autant sur le marché obligataire que sur les marchés plus risqués. Bon, merci beaucoup Arthur. Ça va être effectivement une communication très challenging pour la Réserve fédérale américaine, sans doute tout au long de cette année 2021. On est au début seulement de ce débat entre le risque d'un retour de l'inflation, la nécessité de maintenir des taux bas. On verra comment la Fed prend position dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous l'avez dit, on aura le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed il y a 3 semaines. Ce compte-rendu sera publié ce mercredi soir. Et puis chaque mois, vous le savez, les marques d'inflation, les chiffres d'inflation qui sortent et qui vont augmenter mécaniquement avec les effets de base et la pression à la hausse des matières premières. Et chaque mois, ce sera donc un enjeu de communication pour la Réserve fédérale américaine. Le 10 ans américain a touché 1,20 en fin de semaine dernière. Je vous rappelle que le marché obligataire américain et les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui pour le jour de la fête du président. Arthur Jurus, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse, l'émission de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve donc ce soir en direct à 18h30.